Quand on cherche à aborder le mythe de Méduse, il est difficile de ne pas aborder le sujet des Gorgones de façon générale. Fils de Phorcys et de Céto, qui sont des créatures marines, et vivant selon les historiens et selon, on va dire, les versions données, dans une région que l'on situe proche de l'extrême occident, Méduse avait également deux sœurs, Théno et Euryale, qui, contrairement à Méduse, qui était mortelle, ces deux sœurs étaient immortelles. Selon les versions qu'on va trouver et selon les versions, on va dire, que l'on peut citer, il existe plusieurs mythes et théories autour de la naissance de Méduse. Certains diront qu'elle est née mortelle, donc qu'elle est née sous forme humaine et normale, et d'autres au contraire qu'elle est née sous forme de monstre. Dans la version où elle est née sous forme humaine, à la base, Méduse est transformée en monstre par la suite à une faute qu'elle a commise, suite à un affront qu'elle a commis envers la déesse Athéna. Selon ce fameux mythe, selon cette fameuse version, Méduse était une femme magnifique avec une chevelure que tout le monde lui enviait. Sa beauté a attiré l'attention de Poséidon qui, comme beaucoup de dieux grecs, ne pouvait pas résister à une belle femme, et ce dernier, ne pouvant pas tolérer qu'une femme se refuse à lui, décida de violer tout simplement la jeune fille dans le temple d'Athéna, qu'elle s'était réfugiée. Athéna, qui, on le sait tous, une déesse vierge, est une déesse, on va dire, qui est extrêmement difficile et dure, rentre dans une colère noire et décide de punir Méduse en la transformant en monstre reptilien, avec des cheveux en serpent qui s'entremêlent, un regard qui pétrifie et un aspect monstre. C'est du moins l'une des versions les plus connues de ce mythe. Il en existe d'autres, mais c'est celle que l'on retient plus souvent. Ce châtiment peut paraître quelque peu dur, mais dans la Grèce antique, cela soulève, on va dire, une réalité qui était là, c'est que non seulement le fait de se faire violer au sein d'un temple est considéré comme une impureté et quelque chose, on va dire, de répréhensible, mais il y avait une autre thématique autour de ça, c'est-à-dire que n'était pas forcément admis dans les temples, notamment le fait d'accoucher dans les temples était interdit, mais aussi les femmes qui étaient indisposées n'étaient pas forcément les bienvenues. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui a un rapport avec le sang et la souillure, en fait, était totalement interdite au sein d'un temple, et c'est notamment pour cela que Méduse a été punie. On peut y voir cette problématique-là. Concernant l'apparence de Méduse dans les représentations, il va exister plusieurs aspects. Les aspects dans lesquels elle va être représentée les premiers temps, surtout en Grèce, et ça va être valable pour les Gorgones en général et pas forcément pour Méduse en elle-même, on va les représenter avec bien sûr les cheveux en serpent, mais également avec des dents, on va dire, extrêmement proéminentes, des dents de sanglier, j'ai pu voir dans des bouquins des dents de sanglier, de vampire, peu importe, et avec des ailes, de la barbe ou ce genre de truc, un aspect assez grotesque dans le but de faire peur. Et si on regarde bien les représentations des Gorgones en Grèce, c'est exactement un peu ça, c'est vraiment un aspect grotesque, presque on va dire un peu exagéré, dans le but de faire peur, dans le but un peu d'effrayer. Au fur et à mesure du temps, et ça sera surtout visible au temps des Romains, on va représenter Méduse notamment plus avec un aspect humain qu'à un aspect, on va dire, repoussant. On va la représenter avec certes ses cheveux de serpent, mais on va pas la représenter sous un aspect grotesque qu'on aurait pu le voir chez les Grecs. Cet aspect grotesque d'ailleurs peut être vu comme une espèce d'un aspect chimérique, au sens où on va prendre diverses caractéristiques un peu monstrueuses, fantasmées, pour pouvoir faire peur, pour pouvoir inciter peut-être à une forme d'exagération. Le mythe de Méduse est extrêmement lié également à un autre mythe qui est le mythe de Persée, qui est l'un des héros, on va dire, les plus mythiques de la Grèce antique. D'origine argienne, Persée est le fils du seigneur des dieux olympien Zeus et d'une mortelle Danaé, qui était une princesse. Elle était la fille d'Acrisios, qui était un roi. Son père, donc le père de Danaé, a été informé par des oracles, et c'est selon le mythe, que le fils qui naîtrait de sa fille, en fait, finirait par le tuer. Ça doit vous rappeler peut-être le mythe de Cronos, où le fils était censé détrôner le père. Mais ça, c'est une thématique qui revient assez souvent. Acrisios, prenant peur de cette annonce, décide en fait, puisque c'est sa fille qui va être à l'origine de sa chute, décide d'enfermer cette pauvre jeune fille dans une tour. Zeus, alors intéressé par la jeune fille et ému certainement, on peut le supposer, on peut fantasmer de sa condition, décide de s'intéresser à elle et décide d'en faire, on va dire, une de ses maîtresses, si on peut dire ça ainsi. Pour conquérir la jeune fille, ce dernier va redoubler un petit peu d'imagination, il va se changer en puits d'or et ainsi, par ce biais-là, aider à concevoir Persée, pour dire ça ainsi. De cette union peu conventionnelle naquit, bon, bien évidemment, le petit garçon, et le grand-père qui s'aperçoit de la condition de sa fille, prend pas forcément aussi bien qu'on pourrait l'imaginer, puisque on lui a annoncé que c'est son petit-fils qui allait le détrôner et le tuer, décide tout simplement de se débarrasser de l'enfant et de la mère, et comment ce dernier s'en débarrasse? Tout simplement en les enfermant dans un coffre en bois et en les jetant à l'eau, pensant que la mère ferait son œuvre. Fort heureusement, et ça c'est toujours selon le mythe, les deux atterrirent à Sérif,
Séryphos où ces derniers sont recueillis et durant plusieurs années, la mère et le fils vont écouler des jours heureux. La mère, étant, on va dire, recueillie, accueillie, tout ça, et son fils va grandir, va gagner en beauté et en force, et donc, on va dire, va se distinguer par ses caractéristiques dans un premier temps. Toutefois, cette pauvre Danaé va être, on va dire, l'objet de désir du roi Gal, Polytectès, et ce dernier, très certainement, veut donc l'épouser. Sauf que le fils de Danaé est très protecteur envers sa mère, et que, vu que le roi en question est un personnage probablement pas très recommandable, ce dernier va essayer de retarder l'échéance autant qu'il est possible. Au cours d'un banquet, Persée lance d'ailleurs un défi, lance un pari, qui est probablement pas vantardise, on peut le supposer, on peut s'imaginer la scène, qui est de ramener la tête de la méduse au roi, notamment aussi peut-être pour prouver sa valeur en tant qu'homme. Le roi accepte, bien évidemment, vous vous en doutez, il le laisse aller en sachant que tous ceux qui ont essayé de combattre Méduse ne sont jamais revenus. Donc il savait très bien que si le fils partait, il pouvait épouser sa mère et basta. Sauf que ce que ce fameux souverain n'avait pas anticipé, c'est que Persée était le fils d'un dieu, pas seulement d'une mortelle mais d'un dieu. Et il va bénéficier de l'appui des dieux. Il va bénéficier notamment l'appui de deux dieux en particulier qui vont être Hermès et Athéna. Les deux vont lui porter secours, vont lui fournir de quoi en fait combattre la Méduse d'une certaine manière. Les deux vont l'orienter, vont le soutenir justement dans son entreprise. Ces deux divinités et notamment Hermès vont l'orienter dans un premier temps vers les grées. Les grées, ce sont des créatures relativement repoussantes selon on va dire les mythes et selon les représentations, car ce sont trois vieilles femmes premièrement et deuxièmement elles se partagent à elles trois un œil et une dent. Donc voilà un peu comment on les représente. Et les grées, pour ne rien arranger, sont également sœurs des Gorgones. Donc on va dire toute la famille va un peu y passer quoi. Les grées vont on va dire à contre-cœur orienter Persée vers le chemin des neufs afin que celui-ci puisse obtenir l'équipement qu'il lui faut. On l'oriente vers les grées dans un premier temps pour qu'on lui dise qu'est-ce qu'il lui faut et où il faut aller. Et ces dernières, probablement, on imagine un peu la scène, tant bien que mal vont essayer de l'orienter dans le chemin qu'il faut. Et puis vu qu'il a l'appui des dieux, valait mieux pas trop non plus rigoler avec ça. Les nymphes, sachant d'où il vient, sachant qui il est, vont lui fournir un certain équipement afin qu'il aille combattre la Méduse, afin qu'il puisse faire sa quête. Elles vont lui fournir dans un premier temps deux accessoires, deux équipements qui ne sont pas des moindres. Elles vont lui confier une paire de sandales ailées qui peuvent être équivalentes à celles de Hermès, on peut se l'imaginer, et le casque d'invisibilité d'Hadès. Donc déjà deux choses qui sont pas, on va dire, négligeables. Les deux divinités qui soutiennent Persée, Hermès et Athéna, vont également lui fournir des armes, pas de l'équipement mais des armes. Hermès va lui fournir, alors selon les versions, une faucille ou une serpe, selon les versions que les historiens vont mettre en avant et les sources qui disposaient, ça va être les deux. Le but étant de pouvoir couper la tête de la Méduse sans pour autant, on va dire, galérer trop. Et Athéna va lui confier également un bouclier, donc un égide, qui a été extrêmement poli de sorte à ce qu'on puisse se refléter à l'intérieur. Et tout le monde connaît un peu la suite de ce qui va se passer avec ce fameux bouclier, mais justement c'est dans ce but-là, c'est pour éviter que Persée soit pétrifié s'il doit regarder la Méduse. Donc c'est pour ça qu'on lui confie ce genre d'équipement. Persée parvient à gagner le pays des Gorgones et à s'introduire dans l'antre de ces dernières. Selon les versions que l'on va trouver, selon les versions que les historiens vont mettre en avant, on souligne la présence des deux sœurs Gorgones de Méduse et dans l'autre, bizarrement, ne sont pas mentionnées. Dans la version où les sœurs sont présentes, on souligne que ces dernières sont endormies. Donc autrement dit, qu'elles montent la garde mais qu'elles ne font pas correctement leur travail. Et dans d'autres, elles n'y est pas. Toujours est-il que pour s'introduire dans Gorgone, Persée a recours au casque d'invisibilité d'Hadès afin de ne pas être repéré, bien entendu. Et profitant du fait que Méduse soit endormie, il en profite pour couper la tête de cette dernière et ainsi pouvoir gagner son trophée en toute tranquillité. De cette décapitation naissent deux créatures. Ces deux créatures sont bien entendu nées, la semence on va dire du viol entre Poséidon et Méduse, et ces dernières sont le cheval et les Pégases qu'on retrouve un peu dans toutes les représentations et dans la culture populaire actuelle, mais aussi le géant Chrysaor. Méduse étant morte, Persée peut donc repartir vers les îles de Séryphos afin on va dire de montrer comme quoi il n'est pas un menteur et qu'il a réussi son défi. Sur le chemin, et les historiens situent on va dire cette région autour on va dire de la région de la Libye, ce dernier rencontre Andromède qui le sauve d'un destin assez tragique, c'est-à-dire que cette dernière était vouée à être dévorée, à être sacrifiée à une créature marine. Donc il sauve la jeune femme, il épouse, arrivé à Séryphos, il en profite pour faire en sorte de dire au roi de laisser sa mère tranquille et ainsi pour que cette dernière soit pas obligée d'épouser cet individu. Sur place,
place, il restitue bien entendu les cadeaux qu'on lui a offerts, donc l'équipement, mais aussi il restitue surtout le bouclier d'Athéna et il offre en offrande à cette dernière la tête de la Méduse. Cette fameuse tête sera intégrée justement à l'égide d'Athéna, donc c'est cette tête que vous pouvez voir des fois apparaître sur les statues d'Athéna ou dans les représentations de ce fameux bouclier. Persée, ayant accompli, on va dire, sa mission, ayant délivré sa mère, il part ensuite pour Argos et, alors je ne mets pas les circonstances, et les historiens rapportent que ce dernier aurait tué son grand-père de façon assez involontaire. Comment? J'ai pas réussi à savoir comment. Par la suite, lui et sa femme s'installent à Tyrante et plus tard ils vont fonder la ville de Mycène, ce qui va être considéré comme Mycène. Le couple a plusieurs enfants, dont l'une des petites filles qui sera Alcmène, la mère d'Hercule. Que le film animé Hercule, il n'est pas rare de les confondre, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de confondre les moires et les grès. Il est vrai qu'il existe quelques similitudes entre les deux, mais il y a aussi de très très grosses différences et je vais m'appuyer sur le film, mais je vais aussi m'appuyer aussi sur les données que nous avons tant sur les moires que sur les grès. Dans les points communs que l'on peut relever entre ces deux entités, c'est d'abord l'origine divine à la fois des grès et des moires. En effet, selon la Théogonie d'Hésiode, qui est la plus grosse source concernant la mythologie grecque, ou du moins les origines divines des différents dieux de la mythologie grecque, dieux, héros et tout ce qui va avec, il existe deux versions concernant les origines parentales des moires. En effet, dans une première version fournie toujours par Hésiode, les moires sont les filles de Nyx et les sœurs des Hespérides et des Kérès. Et dans une autre version, ce sont les filles de Zeus et de Thémis la justice, faisant ainsi d'elles les sœurs des heures, parce que les heures étaient considérées comme des divinités dans un premier temps, et elles le sont toujours considérées de façon générale chez les Grecs, mais on voit qu'il existe déjà chez les moires, il existe deux versions quant aux parents des moires, et ces versions-là sont les plus retenues parmi toutes celles qui peuvent exister. Les moires sont donc associées, selon Hésiode, elles sont associées à la fois aux dieux olympiens, par le biais de Zeus, et à une entité beaucoup plus puissante, redoutée, même c'est Nyx, et Nyx est tout aussi redoutée par Zeus et par tous les autres dieux. Donc on voit que les moires, des entités très puissantes, très effrayantes tant pour les humains que pour les dieux olympiens eux-mêmes, voire les dieux de façon générale. Les grès, c'est autre chose. Les grès, tout comme les gorgones, sont les enfants de Phorcys et Céto. Phorcys et Céto sont des divinités marines nées de Photos et de Gaïa, donc elles sont rattachées à des entités divines, mais ce sont des créatures qui n'ont pas de rôle particulier, n'ont pas de mythe à proprement parler, elles sont rattachées à un autre mythe, mais sachez que même si les grès et les moires sont d'origine divine, le degré de divinité entre guillemets n'est pas le même. Les grès, on va les appeler les Phorcides aussi dans d'autres versions, sont issus plutôt de créatures ou de dieux qui sont des divinités liées à la terre, liées à Gaïa. Donc c'est vraiment des créatures assez à part. Les moires comme les grès sont au nombre de 3. Toutefois, selon les auteurs que l'on consulte et selon les auteurs auxquels on se réfère, il y a quelques petites nuances. Par exemple, chez Homère et surtout dans l'Iliade, les moires sont qu'au nombre de une seule et on l'appelle la moira. Et cette moira, elle est notamment présente au moment de la guerre de Troie et elle met un stop aux divinités présentes à la guerre de Troie, parce que je rappelle, la guerre de Troie c'est entre les Troyens et les Grecs avec des divinités présentes au moment du combat, et elle met, on va dire, un stop aux divinités grecques afin qu'elles n'interviennent pas au moment de la mort des héros. Concernant les grès, les auteurs font mention de 2 grès sur 3, alors ça va dépendre, la troisième est beaucoup plus négligeable, mais concrètement partez du principe que selon les versions que vous allez consulter, il peut faire mention de 2 grès au lieu de 3 ou d'une moire au lieu de 3. Donc déjà, ça fait partie des points communs qu'on peut souligner, c'est-à-dire cette espèce de troncage au niveau du nombre 3 par les auteurs. Si on regarde le film Hercule, les grès sont présentes toutes les 3. Donc les créateurs du film animé ont choisi de les représenter toutes les 3 parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un amalgame entre les grès et les moires. Les moires se nomment Cloto, celle qui tisse le fil de la destinée des humains mais aussi des dieux de façon générale, Lacessis, celle qui enroule ce fameux film, et Atropos, celle qui le coupe. Rappelez-vous bien cette scène pas loin de la fin du film, cette
scène où vous voyez justement, alors là, elles endossent le rôle des moires, mais comme je vous le dis, dans le film Hercule, c'est très compliqué en fait de les distinguer des grès, mais là, on les a placées en tant que moires. Ces trois femmes qui sont en train de tisser le fil de la vie d'Hercule, et au moment de couper ce fameux fil, le fil ne se coupe pas, parce que Hercule est à ce moment-là considéré comme un dieu. C'est notamment cette scène où Hercule va chercher dans les enfers l'âme de Mégara. Rappelez-vous bien de cette scène quand Hercule va aux enfers chercher l'âme de Mégara et que à ce moment-là, il plonge justement dans cette espèce de puits où toutes les âmes résident et où il va la chercher. À un moment donné, vous retrouvez justement ces trois femmes avec justement ce fameux fil à couper, et ce fil à couper était normalement censé représenter la vie d'Hercule. Ce fil ne se coupe pas parce qu'Hercule est considéré comme un dieu à ce moment-là, mais ça fait partie justement de cette image que Disney a voulu associer justement à ces trois entités que je rappelle qui sont un mélange entre les grès et les moires. Et donc c'est vrai que si on regarde bien, là ces trois entités endossent le rôle des moires. Les grès quant à elles se nomment Ennio, la belliqueuse, Penfredo, la méchante, et Dino, l'effrayante. Ça va être plus Dino qui va être oublié par rapport justement à ces fameuses idées de trois. Ça va être Dino qui va être la plus mise de côté par rapport aux deux premières. La différence qu'on peut souligner, c'est dans les représentations également de ces deux paires de trois entités. En effet, les moires sont associées, comme je viens de vous l'expliquer, et c'est bien représenté dans le film animé Hercule, sont associées au cycle de la vie. La naissance, la vie ou le mariage selon les sources que vous allez consulter ou les auteurs, et la mort. Alors que les grès peuvent être associés à plutôt des traits de caractère assez belliqueux, assez négatifs de l'être humain. Le caractère belliqueux, la méchanceté, le côté effrayant, sont un peu une forme de monstruosité, plutôt une forme, on va dire, de caractère un peu négatif que peut présenter l'être humain, et on peut associer justement les grès à ça par rapport justement à l'être humain. Mais dans le film Hercule, je viens de vous l'expliquer, les moires sont alors représentées justement par rapport à cette fameuse notion du cycle de la vie, alors que le caractère des grès que le film a voulu associer au caractère des moires n'est pas forcément présent. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un véritable sac de nœuds que Disney a voulu créer avec ces trois entités, et ce n'est pas forcément facile en fait de faire le distinguo entre les deux, d'où le fait qu'il faut bien faire attention quand vous abordez justement les grès ou les moires, parce que justement c'est ce fameux amalgame que Disney a voulu créer qui fait que ce n'est pas toujours facile de les distinguer. Et quand on retrouve justement les caractéristiques qu'on associe les trois femmes dans Disney à d'autres séries animées ou à d'autres films, on est amené à se poser des questions, à savoir si on se base sur bien entendu sur ce que Disney nous a véhiculé, c'est pas forcément, on va dire, la bonne représentation qui est juste. Un trait commun qu'on peut contribuer justement à la confusion entre les grès et les moires, et que Disney n'a pas fait l'effort non plus de distinguer, c'est l'apparence du trio. Et c'est très souvent à cause de ça qu'on peut les confondre. Les deux trios partagent quelques petits points communs, on va le voir tout de suite. En effet, les moires sont représentées sous les traits de trois vieilles femmes avec des fuseaux, donc des instruments de tissage, mais instruments associés aux fileuses, car ce sont, on va dire, les fileuses du destin, du fil de la destinée des humains. Et si on regarde bien le film, je reprends un peu l'exemple que j'ai déjà cité, le fil de la destinée d'Hercule est associé justement à cette idée de fileuse du destin que Disney a repris dans ce film, mais c'est pas forcément, on va dire, quelque chose qui va de soi, étant donné que c'est un amalgame entre deux trios d'entités différentes. On verra que c'est pas toujours facile en fait de les distinguer correctement. Mais sachez que Disney au dernier moment a choisi de représenter le caractère des moires à proprement parler avec justement ce fameux fil et ces fameux ciseaux. Mais tout au long du film, ce n'est pas forcément bien mis en avant et bien distingué. Cette fameuse caractérisation, on va dire, de la fileuse que représentent les moires va notamment se retrouver, si on regarde un peu du côté de l'archéologie, sur certains vases qu'on a retrouvés par exemple à Corinthe. On voit quand même que les Grecs de l'époque savaient pertinemment que les moires étaient associées aux fileuses et justement aux fileuses du destin. Les grès sont également d'une certaine manière représentés sous les traits de trois femmes, alors sous, on va dire, la vision la plus classique que nous avons, sous les traits de trois vieilles femmes laides, extrêmement ridées, avec des cheveux gris, et c'est là que Disney a fait l'amalgame entre les moires et les grès, et vous allez comprendre pourquoi. Elles se partagent, ces fameuses grès, un œil et une dent, qu'elles se passent, on va dire, les unes aux autres. Alors l'histoire veut qu'il y en ait une qui garde l'œil et la dent pour qu'elle puisse manger et on va dire surveiller pendant que les deux autres dorment. Je pense que ça doit vous rappeler quand même quelque chose. Au tout début du film, quand Hadès redescend aux enfers et qu'il est un peu furieux que Zeus se soit un peu payé sa tête à cause de Hercule bébé,
bébé, Hadès reçoit la visite des moires, ce que le studio Disney ont présenté comme étant les moires. Et rappelez-vous que cet œil, ce fameux œil qu'elle se passe, c'est justement en fait une référence au grès, parce que les moires dans la mythologie grecque n'ont pas cet œil. Ce sont les grès qui l'ont. Elles se le passent l'une de l'autre et elles se font appeler passé, présent, futur, en lien justement avec ce fameux cycle de la vie, ce fameux cycle du destin. Mais cette caractéristique de l'œil qu'elles se passent l'une à l'autre, la dent n'est pas représentée, mais il y en a une qui a toutes ses dents et pas les autres, donc on peut supposer que la dentition de la plus petite représente justement cette dent. L'œil qu'elles se passent l'une à l'autre font que justement c'est une caractéristique des grès et non pas des moires. Donc on peut encore plus voir justement au travers de cet exemple et les premières minutes du film que c'est un amalgame entre les grès et les moires et non pas les moires à proprement parler. Donc il faut bien avoir en tête que Disney a voulu créer un amalgame entre les deux et cet œil est bien significatif de cet amalgame. Cette fameuse représentation de ces trois femmes ridées, âgées avec cet œil et cette dent qu'elles se passent mutuellement, c'est la description la plus connue des grès et surtout la plus mise en avant dans la culture populaire, notamment dans ce film mais aussi dans la série animée qui sera créée après, et c'est la représentation qu'on en a le plus souvent. Toutefois, il existe quand même d'autres versions justement de d'autres descriptions fournies par les auteurs, notamment Hésiode et Échille, qui vont donner une description des grès un tout petit peu plus flatteuse que ce que nous connaissons et que nous avons déjà vu. En effet, si on regarde un petit peu les deux auteurs, on souligne la présence de cheveux blancs qui pouvaient être associés à la vieillesse, on est entièrement d'accord, dès leur naissance, mais Hésiode va mentionner quelque chose qui peut souligner qu'à leur naissance quand même elles étaient magnifiques. Hésiode fait mention de belles joues, comme quoi tous ces taux auraient accouché justement des grès avec justement des belles joues. Donc on peut supposer que ces fameuses belles joues étaient une référence au fait qu'elles avaient un visage agréable à regarder, qu'elles étaient magnifiques. Échille, lui, va les comparer carrément dans son œuvre Prométhée à des cygnes. Or les cygnes, nous savons que c'est associé à la beauté. Donc on peut supposer que Hésiode et Échille ont voulu donner un portrait beaucoup plus flatteur des grès que nous avons à l'heure actuelle et que nous connaissons aujourd'hui. Il y a quand même une forme d'évolution, encore une fois, de l'image des grès que nous avons. Là où on ne donne pas de lieu de vie à proprement parler pour les moires, on attribue un lieu de résidence en revanche pour les grès. En effet, les grès, selon les auteurs antiques et selon, on va dire, ce que les historiens ont pu en comprendre aussi, les grès ont situé un peu leur lieu de résidence dans une grotte dans le mont Atlas. Donc en fait, on a des informations justement sur où les grès étaient censés vivre, comme beaucoup de créatures de la mythologie grecque. Toutes ces données montrent que le film animé Hercule, et c'est en ça que je veux bien que vous compreniez la différence entre les deux, c'est que les studios Disney ont voulu créer un espèce de mélange entre les moires et les grès, allant même jusqu'à attribuer des pouvoirs qui n'existent pas. Je reprends cet exemple du fameux œil que les moires dans le film animé, mais qui sont en fait plus un attribut des grès que des moires. De ce fameux œil qu'elle se passe dans les premières minutes du film, on va attribuer à cet œil des pouvoirs de divination, des pouvoirs, on va dire, pour lire l'avenir. Or, nous avons bien vu, au travers de toutes ces explications, que cet œil n'a aucun pouvoir. Les seuls pouvoirs de divination, de futur, de projection du futur qui peuvent être attribués justement dans cet amalgame, ce sont les instruments des moires, c'est-à-dire ces instruments de fileuse, pas l'œil des grès. Donc en fait, ce que Disney, encore une fois, et je tiens à bien souligner ça parce que avec du recul, on n'avait pas forcément, on va dire, cet œil aiguisé justement quand on regardait ce film quand nous étions jeunes, c'est que Disney a voulu créer un espèce d'amalgame entre deux entités, deux trios d'entités totalement différents, totalement opposés pour créer quelque chose, on va dire, de presque grotesque, de presque caricatural, parce que les moires peuvent lier à l'avenir. En réalité, si on regarde bien l'amalgame qu'a voulu créer Disney, c'est un amalgame très maladroit et c'est un amalgame qu'on va retrouver dans la série animée Hercule bien plus tard, et c'est justement, on va dire, cette espèce d'amalgame qui fait que on peut être amené maladroitement à faire la confusion entre les grès et les moires parce que nous avons justement cette vision du film animé qui peut être trompeuse. Dans la mythologie grecque, il est rare de trouver des mentions des grès car elles n'ont pas de réel rôle, ou du moins elles n'ont pas elles aussi de réels mythes qui leur sont propres. Toutefois, on peut les associer à un personnage mythique et très célèbre de la mythologie grecque, c'est Persée. En effet, les grès sont liés au mythe de Persée, mais aussi à celui de Méduse. Persée est un héros d'origine argienne. Il est le fils de Zeus et de Danaé, qui est une princesse argienne. Acrisios, le père de Danaé, est
seigneurs des lieux, est averti par un oracle que ce dernier allait être détrôné par son petit-fils, et du coup ce dernier prend peur et décide d'enfermer sa fille dans une tour. Zeus est alors séduit par Danaé et il parvient à s'introduire dans sa prison en ayant recours à une ruse en particulier, et c'est un dieu qui a l'habitude d'user de ruse. Il va se transformer tout simplement en pluie d'or. Acrisios, s'apercevant que sa fille est enceinte, et quand cette dernière accouche de Persée, décide tout simplement de s'en débarrasser en l'enfermant dans un coffre en bois avec son enfant. Et ensuite, il jette tout simplement les deux à la mer, pensant que la mer s'occupera d'eux et qu'ils finiront par mourir de faim et de soif. Or, les dieux s'en sont mêlés et le coffre parvient à s'échouer sur l'île de Sériphos, et Danaé et son fils écoulent des jours heureux, et petit à petit, Persée grandit, il gagne en beauté, il gagne en force, et il se montre extrêmement protecteur envers sa mère. Toutefois, sa mère est repérée par le tyran de cette fameuse île, et ce dernier veut l'épouser, il veut épouser Danaé. Or, Persée est protecteur envers sa mère, il ne veut pas que sa mère épouse un tel personnage, et il est prêt à tout pour que cela n'arrive pas. Au cours d'un banquet, Persée a la mauvaise idée de se vanter qu'il pourrait ramener justement à ce fameux tyran la tête de Méduse. Le souverain n'est pas sourd et il relève le pari. Si Persée gagnait et ramenait la tête de Méduse, le souverain laissait sa mère tranquille. En revanche, si le jeune homme perdait son pari, il pourrait épouser sa mère, Danaé, et Persée avait le droit juste de se taire. Dès le début de sa quête, Persée reçoit l'aide de deux divinités quand même assez importantes, qui est Hermès et Athéna. Athéna, rappelez-vous, apporte son soutien pas mal de héros de la mythologie. On peut citer par exemple Ulysse, qui est le préféré d'Athéna, même si les dieux, quand ils choisissent un héros, c'est souvent du je t'aime moi non plus. Ils vont soutenir jusqu'à un certain moment, comme toujours. Ces deux divinités, donc Hermès et Athéna, vont diriger Persée vers les Grées, afin que ces dernières lui révèlent l'emplacement d'une part de là où vit Méduse, et du moins comment la supprimer. Pour obtenir cette information, il s'empare par la ruse de l'œil et de la dent des Grées, qu'elles se passaient mutuellement, et il conclut un marché avec ces dernières. Si elle lui donnait les informations qu'il demande, à savoir surtout comment vaincre Méduse, mais surtout où se trouvaient les nymphes du Styx, il rendrait ces fameux attributs aux Grées. Bon gré, mal gré, les Grées vont quand même lui fournir les informations qu'il demande, et elle le dirige vers les nymphes du Styx qui vont lui fournir l'équipement dont il a besoin. Dans une autre version, et c'est une version moins connue mais elle nous est fournie par Échille, Persée, après avoir obtenu les informations qu'il voulait des Grées, ne leur rend pas ces fameux attributs, c'est-à-dire l'œil et la dent, et il les jette dans le lac Triton. Selon les historiens et les sources dont nous disposons, il existe quelques variantes quant au mythe d'Arachné, mais ces variantes sont relativement légères, très minimes. Dès le début du mythe, il existe déjà deux versions différentes quant aux origines sociales d'Arachné. Selon une première version, Arachné est d'origine paysanne, alors que dans une autre version, et c'est la version la plus retenue, Arachné est la fille d'un teinturier, Idmon, à Colophon, en Lydie. La jeune fille est alors reconnue pour son excellente maîtrise du tissage et du travail des aiguilles de façon générale. Cette dernière se vante également que sa maîtrise du tissage pourrait faire pâlir les dieux de l'Olympe et notamment Athéna. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'Athéna fait dans cette histoire? Pourquoi Athéna en particulier? Athéna, hormis le fait que c'est la déesse de la guerre, mais de la guerre raisonnée, à contrario avec Arès, la guerre violente et sanglante, Athéna est aussi la protectrice des tisserands, de l'artisanat, mais surtout des tisserands. Donc c'est pour ça qu'Athéna est totalement reliée à ce mythe. Alors, selon une première version, Athéna, voulant faire taire Arachné, lui lance un défi et lui propose en fait de la battre. Et dans une autre version, ce serait Arachné qui aurait défié la déesse. Peu importe, toujours est-il que le défi se fait et le thème choisi des deux côtés, parce que quand on lit le mythe, on peut totalement, on va dire, dégager un thème choisi, c'est les dieux olympiens. Athéna représente alors les dieux dans toute leur majesté, dans toute leur puissance, pour les mettre bien en avant, et Arachné choisit un sujet beaucoup plus léger, à savoir de représenter les dieux, mais dans leurs histoires d'amour, dans, on va dire, les flirts, tout ce qui est connu autour d'eux. Athéna est alors désappointée de la perfection de l'ouvrage confectionné par Arachné. Elle est donc, on va dire, obligée plus ou moins de reconnaître que la jeune fille maîtrise très très bien l'art du tissage, mais la déesse ne l'entend pas ainsi. Cette dernière se met extrêmement en colère et déchire l'œuvre d'Arachné. Et elle frapperait Arachné avec la navette et probablement
fortement la blesse. Désespéré par la situation et voyant la colère de la déesse, Arachné prend alors la décision de se pendre. Elle décide donc de pendre de désespoir, si on préfère. La déesse la prend alors en pitié, décide alors de défaire le nœud qu'Arachné avait fait pour mettre fin à ses jours et la transforme en araignée afin que cette dernière continue à tisser malgré tout. Donc on peut voir que Athéna a un côté colérique, elle ne supporte pas d'être défiée, mais dans le cas d'Arachné, elle a pris conscience peut-être de l'exagération de sa colère et pour éviter que la jeune fille se pende, a préféré certainement la transformer en créature afin que cette dernière reste en vie et continue à tisser jusqu'à la fin. Donc ce mythe est à l'origine de nos araignées que connaissons et qui nous font très très peur. Toutefois, même si on peut voir qu'Arachné est la première araignée selon la mythologie grecque, il ne faut pas oublier que c'est un mythe. Donc on peut supposer qu'on a voulu donner une origine mythologique à cette créature, mais il ne faut pas oublier que c'est un mythe et qu'il faut toujours prendre les mythes avec des pincettes. Ce qu'il faut retenir également de ce mythe, c'est que Arachné a défié Athéna, a défié, on va dire, la mauvaise déesse, et Athéna étant très susceptible, et de nombreux mythes reliés à Athéna le montrent, Arachné malheureusement s'en est mordu les doigts et elle a été punie pour son affront. Alors il y a les affronts envers la déesse elle-même dans les temples ou ce genre de choses, mais il y a cet affront qui est que Arachné a voulu se mettre presque à l'égal d'Athéna et la déesse ne l'a pas supporté et a décidé de lui donner une leçon. Ce qu'il faut retenir en fait de ce mythe, c'est que se mettre à l'égal des dieux ou vouloir défier les dieux encore une fois est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et ces mythes nous montrent très bien que une femme qui veut défier un peu l'autorité établie peut être également punie pour cela. Par ailleurs, l'auteur qui nous en apprend davantage en fait sur Arachné est Ovide. Les écrits d'Ovide dans les Métamorphoses, notamment son ouvrage Les Métamorphoses, nous en apprennent beaucoup plus sur Arachné et notamment on peut y voir une interprétation notamment au niveau de la toile que Arachné tisse lors de ce fameux défi, une mise en avant un peu des travers des dieux olympiens, mais également aussi les fautes que ces derniers peuvent commettre, notamment avec des mortels. Par ailleurs, il faut également souligner qu'Arachné s'inscrit d'une certaine manière dans ces fameuses tisseuses mythiques de la mythologie grecque, comme les Parques que l'on connaît comme étant les tisseuses de la destinée, ou encore bien d'autres mythes en lien avec le tissage et tout ce qui va avec. Donc il faut bien comprendre que le mythe d'Arachné s'inscrit dans une espèce de catégorie de mythes qui est en lien justement avec cette notion de tissage, cette notion de réalisation qui fait que le mythe d'Arachné en lui-même devient assez particulier et s'intègre justement dans ces fameux mythes que l'on peut mettre en lien avec certains thèmes abordés et certaines problématiques abordées qui sont soit propres aux mortels, soit propres aux divinités. Les Parques sont elles-mêmes d'une certaine manière des divinités, mais si on va du côté des mortels en dehors d'Arachné, on peut citer par exemple Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui elle tissait une tapisserie et qui la défaisait chaque jour. Donc on peut retrouver des allusions à des tisseuses divines ou pas divines dans la mythologie grecque. On peut dissocier le mythe de Io du personnage d'Argos ou Argus selon les versions, ou sans yeux. Divinité fluviale ou princesse argienne que l'on dit fille d'Anakos et pouvant être aussi connue sous le nom de Calitia, Io est avant tout une grande prêtresse de Héra. Zeus s'éprend de la jeune femme et il souhaite quand même soustraire cette dernière à la jalousie maladive de son épouse Héra. En usant d'un stratagème que certains historiens décrivent comme un nuage de fumée, il transforme la jeune femme en jaunisse blanche. Toutefois, son épouse n'étant pas dupe et n'étant pas idiote et connaissant bien entendu son mari, elle exige que son époux Zeus lui livre l'animal. Et pour être sûre, ce n'est pas, on va dire, une ruse de son mari, elle fait garder cette fameuse jaunisse par un de ses familiers, un de ses fidèles servants qui est Argos. Argos est le fils de Gaïa, la terre, et on lui attribue une force assez prodigieuse pour la créature qu'il est. Selon les historiens et selon les versions sur lesquelles on va trouver, Argos ou Argus, selon les versions, est décrit alors soit comme étant un monstre, soit comme étant un centaure, soit comme étant un géant,
dents, mais avec cette même particularité qui est d'avoir 100 yeux, alors soit sur le visage, soit par tout le corps, selon, on va dire, encore une fois, des versions. On a du mal à savoir également où ces 100 yeux pouvaient se trouver. Mais il y avait une certaine particularité qui faisait que, quand il était gardien de Yo, ce dernier ne dormait pas complètement. C'est-à-dire qu'il fermait la moitié de ses yeux, donc 50 yeux sur 100, et il laissait les autres grands éveillés. Donc il avait toujours un œil, au sens strict du terme, sur cette fameuse jaunisse. Zeus, voulant délivrer Yo de son geôlier, décide de demander à Hermès de la soustraire rapidement. Alors il existe plusieurs versions, par contre, de fameuses tentatives, on va dire, de libération de Yo, mais le résultat sera le même car elle va aboutir à la mort d'Argus. Selon les versions, enfin Argus ou Argos, selon les versions, soit Argos parvient à s'endormir suite à une musique que Hermès va jouer avec sa flûte et ce dernier va le tuer, soit en lui racontant une histoire tellement ennuyeuse et assommante, ce dernier finit par s'endormir et le tuer, soit il va pas prendre de gants et il va le zigouiller quand même. Héra, alors triste d'avoir perdu ce fameux familier, ce fameux, on va dire, serviteur fidèle, décide de semer les fameuses yeux de Argos sur son animal favori, sur son animal, on va dire, représentatif qui est le pan. Et c'est cette partie du mythe dont serait née cette fameuse queue du pan avec ces fameux yeux qu'on pourrait voir sur cette fameuse queue. C'est donc de cette partie-là que serait née cette fameuse queue. Plus, n'hésitez pas à like, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous dis très bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous.